Donc, merci à vous d'être là ce matin. Merci à ceux qui sont connectés à distance. Margie, à cause des problèmes de train, a dû rentrer chez lui. Donc, la présentation se fera en visio, au lieu de se faire sur place. Et je vais vous laisser la parole pour ce premier exposé de ce matin. Marc, c'est à toi. Alors, je vais mettre le partage, un petit souci, mais c'est pas grave. Donc, ça va être voilà, j'ai quelque chose qui s'est déplacé sur la première slide. Oui, bonjour à toutes et tous. La présentation se fera en fait à deux voix, en partie à distance. Je commencerai. J'essaierai d'aller assez vite pour laisser le plus de temps possible à Hicham pour présenter l'application. Donc, voilà, donc on va parler aujourd'hui de notre projet de recherche qui va se terminer l'an prochain. Et je suis heureux de présenter, au nom du consortium Itésaurus, de présenter les résultats de ce travail, résultats très concrets de ce travail, et heureux de le présenter au cours des rencontres consortium 3D, parce que consortium et 3D, Xavier, Mehdi nous ont accompagnés depuis le début, et ils nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Nous tenions avec Pierre Thibault à présenter les résultats de ce travail ici, parmi vous. Voilà, vous m'entendez, hein? C'est bon? Oui. Ok, je parle assez fort, parce que j'ai la voix un peu prise. Donc, ce projet de recherche qui arrive à son terme dans sa phase actuelle est un projet qui, à la base, partait de l'idée de modéliser des pièces d'orfèvrerie qui présentaient un verrou technologique dû à la question de la surbrillance des objets, une surbrillance très forte des objets. Donc, ce projet dans son ensemble qui a duré 5 ans, avec au milieu un arrêt d'une année à cause d'un manque de financement et du Covid, a principalement bénéficié d'apports financiers de CPR-MOV. Donc, on a répondu à différents appels à projets, les 3 principaux. Donc, c'est CPR-MOV, donc un contrat plan État-région des Hauts-de-France, concernant les médiations visuelles, création numérique et médiation. On a eu deux appels à projets, et le second nous a permis d'embaucher Hicham. Ça a été en quelque sorte notre chance de pouvoir compter sur le travail d'Hicham, qui a accepté ce travail, et pour un salaire de misère, malheureusement. Et puis, la Mèche Nord-de-France, qui nous a permis, elle, de démarrer le projet avec une petite somme, mais ça nous a permis d'avoir le pied à l'étrier. Et enfin, pour la dernière phase du projet, et le travail sur ce que vous allez voir, c'est l'application et le lien entre application et hologramme. On a été lauréat d'un appel à projet de la DRAC sur des appels à projets spécifiques qui s'appellent applications et dispositifs numériques innovants. Voilà, tout ça sera présenté au début de l'année prochaine. Alors, ce projet, en résumé, partait, bien sûr, comme vous l'avez vu, en fait, on a pu faire cette recherche fondamentale que parce que on travaillait sur la médiation. Je pense que maintenant, les projets de ce genre ne peuvent aboutir que si on a de la valorisation par la médiation muséale et culturelle. Donc pour nous, au lieu de prendre ça comme un obstacle, on l'a pris comme une chance,
Et on est parti de là. Alors, l'objectif était donc, comme je vous disais, de développer des modèles 3D de pièces d'orfèvrerie avec une restitution en réalité augmentée des artefacts, la création d'une base de données qu'on appelait e-corpus, qui était liée au modèle 3D. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de base que j'avais présentée à mes collègues conservateurs, historiens de l'art et collègues des sciences du numérique, de l'informatique, était de passer d'une base de données avec simplement une notice et une fiche photo, enfin des photos, à une base de données où l'objet était en 3D et les informations accrochées à l'objet lui-même. Voilà. C'était le point de départ, avec toujours ce verrou technologique de cette réflectance très forte des objets. Et puis, bien sûr, tout ça pour aboutir à des dispositifs numériques de médiation innovants, puisque, je ne vous cacherai pas que c'était très à la mode, et les politiques et les institutions culturelles qui sont tenues aussi par ça attendent beaucoup de ces projets de recherche. Et donc, avec une valorisation à la fois dans le cadre de la recherche scientifique, permettre de progresser sur ces questions d'artefacts particuliers, avec une méthode qui pourrait s'appliquer à d'autres objets qui présentaient les mêmes caractéristiques technologiques, et puis valoriser, bien sûr, dans le cadre de la médiation muséale. Alors, dans la première phase du projet, on ne visait pas un développement d'un nouvel outil numérique. En fait, on voulait s'appuyer sur ce qui existait en l'améliorant, en développant certaines caractéristiques pour arriver à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire numériser ce type d'objet tout à fait particulier. Donc, développer une méthode et un processus avec les outils qui existaient déjà. Un des objectifs aussi très importants, c'est qu'il fallait arriver à une méthode à bas coût, low cost, qui pouvait être immédiatement mise en place dans les services des institutions muséales ou culturelles, et puis être utilisée en autonomie après une formation de base pour pouvoir créer leur propre corpus. Voilà, c'était des objectifs assez simples, mais il fallait résoudre cette question de réflectance. Alors, Pierre Allot, mon collègue de Liège, partiellement arrivé à tout cela. On avait présenté d'ailleurs cette méthode en 2019, ici à Consortium, rencontre de Nantes, exactement il y a 3 ans, et Pierre, pendant ce temps-là, moi j'étais ici à Nantes, et puis Pierre était à Strasbourg. Et donc, on a présenté les résultats. Je vous ai mis ici simplement une image d'illustration, voilà, comment Pierre a résolu ces questions par la photogrammétrie, non pas par le laser, en utilisant des filtres particuliers, mais des filtres qui existaient déjà. Et donc, les résultats, les objectifs et les résultats ont été publiés fin 2019, encore une fois, d'une part par Consortium et d'autre part par Pierre au cours du colloque de Strasbourg. Voilà. Alors, dans la seconde phase du projet, qui a démarré, non pas officiellement a démarré en 2020, mais officieusement elle a démarré en 2021, du fait d'un problème financier et puis de la phase Covid, qui nous a retardé dans l'embauche d'un ingénieur d'études, et puis il fallait attendre que l'argent soit versé, mais bon, on a démarré. Et donc la seconde phase du projet, on entrait dans le vif du sujet en quelque sorte, c'est-à-dire comment enrichir ces objets 3D, de quelle manière, comment créer cette base web, cet e-corpus web, cette application. Voilà. Et ça a été
l'objectif qui a été rempli par le travail d'Hicham en collaboration bien sûr avec toute l'équipe d'Itésaurus. Voilà. Vous pouvez arrêter un instant. Excusez-moi, l'aspirateur devait passer, donc j'ai coupé l'aspirateur. Voilà, donc la seconde phase du projet, cette seconde phase du projet qui se termine maintenant, mais Hicham vous en parlera tout en détail, donc je ne vais pas entrer dans le vif du sujet. Hicham avait une mission particulière, c'est trouver un système, une application open source. On en avait parlé déjà à Bordeaux il y a un an. On avait évoqué ces questions-là avec Pierre dans une communication. Voilà, et Hicham vous parler de ça en détail. Donc la seconde phase du projet, elle est résumée, si vous voulez, en ces deux photographies. D'un côté, la création d'une application web 3D d'e-corpus avec un enregistrement sémantique et des annotations directement accrochées aux objets. Et cette application à usage multiple lié à une borne holographique interactive. Là, c'était l'autre objectif que j'avais déjà en quelque sorte donné, évoqué dans ma naïveté d'historien de l'art qui n'y connaît rien. Dès le début du projet, j'étais content qu'on ait un hologramme, mais voir un objet tourner, voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir des informations directement sur l'hologramme. Et du coup, on passait d'un spectateur unique devant la tablette à un groupe devant un objet que l'on pouvait interroger, agrandir, diminuer, enfin, etc. etc. Donc, il y avait cet objectif qui était fixé à l'équipe, Hicham, à Thibaut de la société Illusion, qui a développé ces bornes holographiques. Voilà. Donc, on est arrivé à un résultat que je trouve pas mal. En fait, maintenant, on est dans une phase finale, mais en même temps, une phase où on réfléchit au déploiement de ce qu'on a créé tous ensemble dans cette équipe de recherche et comment on peut déployer l'application du corpus dans différents environnements, parce qu'elle est assez modulable en quelque sorte pour qu'on puisse l'utiliser aussi bien dans une appli web, sur tablette, téléphone ou ordinateur que pour une table tactile ou les hologrammes. L'hologramme, c'est déjà au point. La table tactile, en fait, c'est le projet qui est en train d'être développé. Voilà, c'est une application directe avec la numérisation des globes de Coronelli qui sont conservés au musée de l'Hospice Comtesse de Lille. Donc, en fait, l'application va être déployée non pas avec un hologramme ici, mais sur une table tactile. Il y a d'autres projets en cours là-dessus. Voilà. Je laisse la main maintenant à Hicham qui va vous expliquer le fonctionnement du corpus. Hicham, tu reprends la main, je coupe le... Voilà. Ah oui, d'accord, fallait qu'il soit en rouge. Hein. Je n'ai pas saisi le code couleur. Moi, le rouge, c'est coupé. Je me suis dit, je m'étais fait la même réflexion d'ailleurs sur la visualisation des incertitudes qui, quand elles étaient, qui pour moi, le rouge m'aurait paru comme quelque chose de plus incertain que bon, c'était gris, mais voilà. Alors, trêve de plaisanterie. Alors, donc pour l'instant, là, je vais commencer sur la présentation, mais je vais vous montrer l'application un peu dans la foulée. Peut-être qu'on passera de l'une à l'autre.
Alors, j'ai mon... Voilà. Ah oui, par contre... Et pourquoi il m'est resté? Ah oui, c'est parce que... Ah, je vais peut-être me mettre sur... Ah, il y a du retard, hein. En fait, je suis sur la 4G. Peut-être que j'aurais dû mettre sur le Wi-Fi. Bon, on va voir ça comme ça. On va voir et, si jamais. OK. Donc, l'application, le e-corpus, hein, qui a été développé, donc c'est une application qui permet de visualiser les objets, de les manipuler et de consulter des informations qui sont associées, les annotations, entre autres. Donc, on va parler de l'application de base, puisqu'on est parti d'une application qui existe déjà et qui est déjà utilisée. Puis, on va voir les différents modules de l'application. Donc, l'interface de gestion, la partie visionneuse ou player, en tout cas la partie qui sert au grand public pour voir les objets, et la partie story qui est en quelque sorte l'éditeur qui va permettre de contribuer les contenus. Donc, l'application de départ, il s'agit de l'application... Pas mis à jour. Je vais peut-être me mettre sur le Wi-Fi. Est-ce que tu aurais le mot de passe du Wi-Fi? Je vais connecter là. Oui. Ou alors c'est mon... Ah oui. Donc, ouais, ça s'est mis à jour, donc je vais continuer la présentation. Merci, Xavier. Donc, l'application Smithsonian Voyageur. Donc, c'est une application qui a été développée dans le cadre du programme de digitalisation des collections des musées du Smithsonian, donc aux États-Unis, qui est donc une application open source. Donc, vous pouvez aller voir sur le site donc 3d.si.edu que c'est utilisé pour des collections très variées, toutes sortes d'objets. Et les fonctionnalités de cette application, en fait, sont assez proches de ce qu'on voulait faire, des fonctionnalités qu'on voulait développer. Donc, ça nous a permis de ne pas partir de zéro. Alors, même si, comme beaucoup d'informaticiens, j'aime bien redévelopper les choses, mais bon, ça nous permet de gagner du temps et de nous concentrer sur des fonctionnalités à plus de valeur ajoutée pour la visualisation. Donc, vous allez le voir, pour le moment, on est plutôt parti sur des fonctions de médiation, mais comme l'application a l'ambition de s'adresser à tous les publics, que ce soit le grand public ou les experts du domaine, chercheurs, conservateurs de musées. Donc, nous avons prévu de développer les fonctionnalités pour ces deux publics. Alors, toutes mes excuses pour ce petit problème technique.
Voilà. Toujours sur cette application, donc Smithsonian Voyageur, qui est donc la partie visualisation, et Story, qui est la partie administration. Donc, elle permet de visualiser des annotations sur les modèles 3D, des articles qui sont des textes plus longs et plus mis en page et qui peuvent être liés aux annotations, mais pas directement sur le modèle 3D, et des visites guidées, qui étaient la fonctionnalité qui, pour le coup, par rapport en tout cas au panel qu'on avait pu faire, était le gros plus de cette application. Vous verrez que donc une visite guidée, au final, ça va être, on va définir plusieurs étapes dans la visite, où on va, à chaque étape, on va définir quelle est la vue qu'on veut avoir sur l'objet, donc le zoom, la rotation, etc. Quelles annotations on affiche, quel article éventuellement on affiche, et on enregistre, et on répète ça à toutes les étapes, et ça nous donne un parcours de visite guidé qu'on va pouvoir rejouer à l'utilisateur. Voilà. J'ai remis le PowerPoint, si tu en as besoin tout de suite. Super. Donc, on était à la numéro 13. OK. Voilà. Et on peut passer à la 12, la 14, pardon. En termes techniques, en termes de format de données, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on était pour les fichiers 3D, sur le format GLTF. Donc, GLTF, c'est un format standard qui est géré et proposé et géré par le consortium Chronos Group, qui regroupe les acteurs de la 3D, entre autres, et qui avait défini les standards OpenGL et WebGL, qui une librairie d'affichage 3D et WebGL. En fait, dès que vous avez de la 3D dans un navigateur, c'est sûrement du WebGL si vous n'avez rien d'autre à installer. Et c'est un format qui est optimisé pour le web, donc pour transmettre, puisque TF, c'est le T veut dire transmission, et c'est voilà, un format efficace dans ce contexte-là. Et pour le format de la scène, on est sur du JSON, donc un format qu'on peut facilement étendre et exploiter. Qu'est-ce que tu faisais sur mon poste? Merci. Hop. Donc, l'interface de gestion. On va aller très vite parce que pour le moment, elle en est vraiment à ses débuts. Ça va permettre de gérer sa collection d'objets. Il y aura donc une gestion d'utilisateur et des droits d'accès qui est en cours de développement et qui est en train d'être réalisée avec Olusion, qui donc, depuis le mois dernier, s'est un peu plus impliqué dans le développement de la solution. Voilà, et qui va permettre de gérer les publications, l'historique des modifications, etc. Donc, la partie Explorer. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est la visionneuse. On va pouvoir manipuler les objets, et on a quelques outils, donc pouvoir changer un peu les textures, avoir une texture neutre, faire des coupes pour voir à quoi ressemblent un peu les vues, les sections, la prise de mesure entre deux points, et visualiser des annotations directement sur l'objet. Donc là, bon, ce n'est pas forcément très, très visible, mais je vais vous montrer, je vais faire une démonstration juste après. Chaque annotation est associée à des catégories, des mots-clés qui vont permettre de filtrer l'information et n'accéder qu'aux annotations, au type d'annotation que l'on souhaite regarder. Donc, sur la vue 3D,
Donc ça, les deux, je les ai déjà dit. On peut avoir des regroupements d'annotations, donc des annotations filles. Là, ce que vous voyez, effectivement, vous avez une annotation les évangélistes, qui sont les 4 personnages à la base du pied de croix. Et en fait, vous allez avoir, donc quand vous allez passer la souris sur les annotations filles, on va vous dire, voilà, le Saint-Marc, par exemple, c'est ce personnage-là, etc. Et comme vous pouvez le voir, il y avait aussi de la mise en surbrillance des annotations. Donc, on vous montre à quelle partie de l'objet cela correspond. Voilà. Côté article, voilà, c'est des textes plus longs dans lesquels on va pouvoir intégrer des images, des vidéos, et qui s'affichent sur le côté de l'objet et il n'y a pas d'encre cette fois sur l'objet. Et enfin, donc, les fameuses visites guidées, des parcours prédéfinis. Voilà. Donc, vous allez à chaque étape, vous pouvez avoir donc la vue qui va évoluer. On va zoomer sur les parties de l'objet concerné. On va afficher des articles différents. Et donc, le fameux, on a parlé de borne holographique. Le mode borne holographique, c'est la même application hein, qui est en œuvre, que ce soit sur Internet ou sur une borne holographique. Donc là, dans cet exemple, vous voyez que l'écran est divisé en deux. Il y a une partie qui va être affichée sur une tablette et l'autre qui va être affichée sur la borne holographique. Et donc, le premier écran sert d'interface de manipulation et le deuxième écran est une visualisation où on va avoir l'objet seul et avec le moins de pollution textuelle possible, histoire d'avoir que l'objet soit vraiment mis en valeur. Côté donc Voyageur Story, ça va être l'éditeur. Donc sur la vue, vous allez avoir le player au centre avec des barres d'outils sur les côtés qui vont vous permettre de créer les contenus, donc annotation, articles, visite guidée. Voilà, on va passer rapidement. Alors tout se fait dans l'éditeur, mis à part la mise en surbrillance des zones. Donc pour la mise en surbrillance des zones, cela se fait en définissant des boîtes autour des parties que l'on veut mettre en surbrillance. Dans le cas du pied de croix, on a utilisé des cylindres qu'on est venu qui englobe chaque personnage. Et en fait, l'application va réaliser l'intersection de l'objet et de la zone. On a préalablement associé, on a renseigné l'identifiant de l'annotation dans le fichier 3D, dans l'objet 3D, dans chaque cylindre. Et ce qui permet, lors de la consultation, à l'application d'aller rechercher, grâce à l'identifiant de la notation, quelle est la boîte à récupérer pour faire cette mise en surbrillance. Voilà, c'est le modèle d'origine n'est pas modifié, mais on fait en temps réel cette intersection pour présenter à l'utilisateur la zone. Donc pour les articles, vous avez un éditeur d'articles que l'on voit en bas de l'écran. C'est du classique. Hein, et les visites guidées, donc comme je le disais, vous avez une liste d'étapes. Vous créez une étape, vous manipulez votre objet comme si vous étiez sur le site. Vous manipulez, vous affichez votre annotation, mettez en place les filtres, etc. Quel article vous voulez mettre, vous enregistrez et vous répétez ça à chaque étape et vous avez une visite guidée
de prête. Enfin, voilà. Alors, je vais maintenant vous faire une démo de l'application, voir à quoi elle ressemble. Alors, hop. Donc là, on est sur l'interface de gestion. On a 6 objets qui sont les objets qui ont été modélisés dans le cadre du projet iThesaurus. Et donc, l'objet que l'on voit dans la présentation, le pied de croix de Saint-Bertin, qui est le... Ouais, je vais aller vite. Juste, on va le faire en visualisation. Donc, vous avez votre objet. Donc là, manipulation, donc zoom, rotation, etc. Les articles. Voilà, donc, en matière d'annotation, donc, vous avez donc les catégories. Vous pouvez filtrer les annotations à présenter. Vous avez également des mots-clés. Pareil, vous pouvez activer, désactiver. Hop. Et donc, on va aller sur cette annotation parce que elle a tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des annotations phi que vous pouvez aller voir, et la mise en surbrillance, elle est liée à un article. Voilà. Voilà pour et les outils aussi également que je peux vous montrer. Alors les outils, c'est quelque chose qui était présent dans l'application de base. Hein. Je n'ai rien fait à ce niveau-là, mais voilà l'outil de coupe par exemple. Où vous pouvez voir des vues en coupe. Hop. Différentes textures. Texture argile qui vous permet de voir un peu plus la forme de l'objet. Et pour finir, l'outil mesure. Alors, petite précis. Bon, là, j'ai cliqué, mais c'était... Et là, il vous met du... Alors, c'est pas les mesures, là, ne sont pas exactes. Ça ne fait pas 13 mm, mais je pense qu'on est plutôt dans du 13 cm pour cet objet-là. Mais voilà, c'est des petits objets, des petits outils qui peuvent servir ou non, mais ils ont le mérite d'exister. Voilà. Alors, je vais repartir sur la présentation et on va finir avec une toute petite vidéo de la borne holographique. Donc, la borne holographique a été exposée à l'Université de Lille, oui, dans la bibliothèque. Il me semble que c'était au mois de mai. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, l'hologramme ne rend pas aussi bien qu'en vrai, mais vous aviez donc cette borne holographique, la tablette aussi sur laquelle vous pouviez manipuler, en sachant que l'interface justement de la borne holographique est en cours j'allais dire, bon, on est en train de refaire le design. Il y a un proto qui devrait arriver en janvier et voilà, on doit finaliser ça pour le mois de mars.
Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et mis à part les 10 minutes de retard du départ, on est parfaitement dans les temps. Donc, merci. On va prendre le temps d'une ou deux questions. Ah. Merci beaucoup, Hicham. Deux questions. La première, est-ce que cette application est libre d'accès? On peut l'utiliser ou... Alors, l'application est open source, puisque de toute manière, c'était dans les conditions du projet, c'est de tout diffuser en open source. Alors, là, aujourd'hui, on est sur un GitLab de l'Université de Liège, protégé par mot de passe. Mais oui, ce sera mis à disposition. Ouais. Merci. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut l'appliquer aux objets qui bougent? 3D, mais qui sont en mouvement. Ouais. Il y aura, on en a discuté, effectivement, c'est une possibilité. Il faudra sûrement quelques petits développements dessus. Ouais. Merci. Bonjour, une question sur le choix du mode d'édition des annotations. À ce que j'ai compris, en fait, on ne passe pas directement par l'interface. L'interface, l'éditeur ne permet pas de générer les annotations. Alors, il faut passer par un autre système. Déjà, non. Pourquoi ce choix? Parce qu'il peut y avoir des outils. Après, j'ai une deuxième question qui suit. Oui, non, je sais que j'ai du mal expliquer, en fait. Oui. L'édition des annotations se fait dans l'éditeur. Donc, en fait, on clique directement sur l'objet à l'endroit où l'on veut faire pointer la notation. Et ensuite, on a les barres d'outils sur les côtés qui nous permettent d'éditer le texte. Donc, je peux montrer ça rapidement parce qu'effectivement, je l'ai pas vraiment montré. Hop. Donc, si on se met en mode édition, donc, par exemple sur l'encensoir, on active le mode annotation, on clique à l'endroit où l'on veut bon, ça, je vais le montrer directement là, en fait. Donc, on clique sur l'objet, ça nous crée l'annotation, et ensuite, les annotations, elles sont dans ce panneau dans lequel on peut définir donc voilà, les textes en plusieurs langues. On peut définir une catégorie, voilà, des mots-clés, etc. Et en fait, la seule chose que ne peut pas faire directement dans l'éditeur, c'est la mise en surbrillance des zones. Et il faut voilà, ajouter une boîte qui peut être n'importe quel objet 3D maillé. Du coup, c'était ma deuxième question. Du coup, la notation est seulement un point. Ce n'est pas une zone, ce n'est pas une surface, c'est un volume. Et il est seulement mis en surbrillance par une deuxième entité qui est juste de sorte volumique et qui est une boîte englobante. C'est-à-dire que s'il y a des annotations qui sont par exemple des inscriptions, etc., ça va devenir extrêmement problématique à les mettre en surbrillance. Oui, en tout cas, voilà, si vous voulez vraiment mettre en surveillance l'inscription elle-même, oui, c'est vrai que là, la boîte, mais voilà, c'est une idée à creuser, du coup, pouvoir mettre en surveillance des inscriptions, ce genre de choses. Je trouve très séduisant l'idée de se dire qu'on ne touche pas au modèle.
et que du coup, on le met en surbrillance juste par quelque chose qui est externe et on ne va pas avoir des modifications lourdes sur le modèle. Mais par contre, du coup, ça a un impact, à mon avis, sur les possibilités de forme d'annotation qui deviennent du coup un petit peu plus restreintes. Par contre, c'est beaucoup plus versatile et léger et l'intégrité du modèle 3D, on n'a pas à les multiplier. Et ça, je trouve ça une bonne piste. Mais voilà, c'est peut-être un peu limité. Ouais, donc après, voilà, on va réfléchir à ça et si on arrive à trouver une solution dans le même esprit, en tout cas, voilà, c'est noté. Merci. Non, j'avoue qu'on n'a pas spécialement. Alors, j'ai participé à l'atelier hier, effectivement, c'était très intéressant, tout comme d'ailleurs les principes FAIR, et ça m'a donné pas mal d'idées. Enfin, en tout cas, comme je disais, pour l'instant, on est plutôt sur de la médiation, mais pour pour le développement du côté scientifique, en tout cas expert, voilà, s'intégrer dans tout ce qui est dans tous les travaux sur les métadonnées, les annotations, les principes FAIR. Éventuellement, pourquoi pas avoir la possibilité de générer des archives pour le conservatoire de données 3D depuis l'application. Voilà, toutes ces choses-là, on y réfléchit. Et je pense que c'est la direction qu'on va prendre. La dernière question, moi je suis dans un brouillard sémantique. Pourquoi le projet s'appelle e-Thésaurus? Alors peut-être que Je peux répondre, oui, là, je peux répondre parce qu'e-Thésaurus, c'est en lien avec la notion de trésor au Moyen-Âge. Et que ces objets, parce que les objets sur lesquels on a travaillé, ce sont des pièces d'orfèvrerie qui appartenaient à des trésors d'église. Et le projet est d'abord un projet des médiévistes. Et que le mot qui nous est venu à l'esprit pour parler de ces objets qui sont des trésors, c'était e-Thésaurus. Et il y a une association d'ailleurs qui s'appelle Thésaurus, qui est une association de trésors d'église en Europe. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça recoupe la notion de thésaurus dans tout le monde de l'informatique. Mais je ne suis pas à la base un informaticien, donc je ne manipulais pas ce vocabulaire spécifique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup et on va passer, merci encore une fois, on va